Il est 8h33, merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Vous savez que vous pouvez réagir 0826 300 300 à tout ce que vous entendez sur Sud Radio. On vous attend à partir de 9h. Notre invité, comme tous les matins, un invité politique. Et ce matin, nous avons la chance de recevoir Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur, de la politique industrielle, du tourisme, de la défense, du numérique, de l'espace et de l'audiovisuel. Bonjour. Bonjour. Beau portefeuille, Thierry Breton, et riche portefeuille. La crise migratoire. L'Italie a appelé l'Europe à l'aide. Les migrants de Lampedusa seront-ils répartis dans toute l'Europe? Oui, c'est visiblement ce qui est prévu. D'abord, c'est ce qui est prévu par les accords de Dublin, dont on sait qu'ils ne fonctionnent pas, puisqu'ils sont mis en place sur la base du volontariat. Et depuis 3 ans, donc depuis exactement, pour être très précis, le 23 septembre 2020, nous avons proposé donc un pacte d'immigration, un pacte migratoire, c'est-à-dire d'améliorer d'une part la protection de nos frontières, deuxièmement le renforcement des relations avec les pays d'origine, d'où partent ces migrants malheureusement, et puis troisièmement d'avoir un système beaucoup plus efficace pour que ceux qui ont droit à l'asile, puissent être répartis dans les pays qui se porteraient volontaires, avec 3 éléments à bien avoir en tête. D'abord, 5 jours désormais pour régler le problème. Deuxièmement, renvoi évidemment retour au pays d'origine pour ceux qui n'ont pas droit donc à l'asile. Et pour les autres, les États, ou bien ils acceptent, ou bien ils financent le retour, ou bien ils contribuent 20 000 euros par réfugié. Disons, au pays où le réfugié est entré. Et ça, si on avait ce système aujourd'hui, évidemment, ça aurait réglé quasiment le problème de Lampedusa. Donc, le texte, ces 5 textes, en fait, ont été votés par le Parlement. Ils sont maintenant en discussion finale au Conseil européen, c'est-à-dire entre les États membres, et nous espérons vivement, c'est un peu le message aussi. C'est le message que vous lancez, vous à la Commission. La présidente de la Commission, en répondant hier à la demande de la présidente du Conseil italien, la première ministre Giorgia Meloni, envoie évidemment aux États membres pour finaliser ces discussions. On n'est plus très loin. Nous sommes sous présidence espagnole. Je me suis beaucoup entretenu avec les dirigeants espagnols. On a bon espoir, j'espère évidemment, de finaliser tout ça avant la fin de l'année. Ce sera un pas. Alors attention, Jacques Bonin, ça ne réglera pas tout. Non, évidemment. Mais ça fera un pas très important pour avancer avec un seul message aujourd'hui qui a été envoyé. Il faut bien en être conscient, hors de toute polémique, parce que c'est évidemment indigne de polémiquer sur cette situation, on le sait. Le message qui a été envoyé par l'Italie, c'est que l'Italie a bien compris, comme tout le monde, en tout cas toutes les personnes qui s'intéressent de façon sérieuse à ce problème tragique, que ou bien on le traite au niveau européen global, ou bien on ne peut pas le traiter. Aucun État seul ne peut le traiter. C'est le message que nous envoie la première ministre italienne aujourd'hui. Donc ce pacte doit être entériné par les États, vous pensez, avant la fin de l'année, Thierry Breton. Il y a urgence. On fera tout pour cela, mais encore une fois, c'est à la main. Nous sommes donc une grande démocratie. On est une démocratie continentale. On est 1,5 fois plus important que la démocratie américaine. On est 450 millions d'habitants sur cette démocratie continentale. Par parenthèse, je voudrais juste, parce que bien noter que ce problème est un problème évidemment qui nous touche tous. Il nous touche au sud, parce qu'évidemment, il y a ces migrations. Il nous touche aussi à l'est. Nous avons vécu une situation où nous avons, comme on le sait, accueilli plus de 8 millions, près de 10 millions de réfugiés ukrainiens déjà dans les pays. Vous savez, le pays qui en a le plus accueilli, c'est la Tchéquie. 4% de sa population, 440 000 migrants ukrainiens pour une population de 9 millions d'habitants. Vous imaginez donc, je crois que tout le monde est conscient que c'est un problème qui n'est pas uniquement un problème nord-sud, je le dis, et c'est la raison pour laquelle
bien avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur le continent européen, j'ai confiance et j'ai espoir que nous aboutissons rapidement, parce que tout le monde, au fond, quelles que soient ses positions, la Hongrie aussi accueille des migrants ukrainiens, la Pologne, bien entendu, donc tout le monde en accueille sur son l'Europe territoire. accueille plus facilement des migrants ukrainiens que des migrants venus du Sahel ou d'ailleurs. Je ne sais pas, Thierry en tout état de cause, Breton, moi je sais, en tout état de c'est cause, la réalité. En tout état de cause, c'est un problème. Non mais attendez, c'est un problème qui n'est pas du reste qu'européen. Vous savez, les États-Unis, que je connais bien, vous le savez, Jean-Jacques Bourdin, les États-Unis sont confrontés également au même problème. Et c'est pas parce qu'on a mis un mur ou qu'on a bâti un mur, le fameux mur Trump, au sud des États-Unis, à la frontière du Mexique, que le problème n'existe pas. Systématiquement, tous les 3 mois, il ressort. Donc, vous voyez, je crois que ça doit nous rendre modestes sur ces questions, mais déterminés. Bien, le pacte européen, donc, on l'espère, vous l'espérez, tout le monde l'espère, avant la fin de l'année, même s'il y a encore des réticences de la part de certains pays membres de l'Union européenne, hein, et je pense à la Hongrie, et je pense à la Pologne. Je serai du reste à Budapest ce vendredi. Et vous allez en parler avec Viktor Orban, évidemment. J'en parlerai avec lui. Oui. Vous allez en parler avec lui. Bien sûr. Bon. Donc le pacte et la situation d'urgence qui est la situation de Lampedusa. Aujourd'hui, il faut accueillir ces migrants de Lampedusa. L'Europe va les accueillir. L'Allemagne a dit non. Mais l'Allemagne va peut-être changer d'avis. Alors, si vous permettez, d'abord, derrière chacune et chacun de ces migrants, il y a évidemment des vies, des hommes, des femmes. Évidemment. Donc voilà, accueillir, le terme exact, c'est évidemment, ils arrivent sur le territoire. Donc, il y a maintenant la notion, si on prend les termes, c'est les termes consacrés, hein, vous me parlerez d'utiliser tel quel, c'est le terme du filtrage. Il y a ceux qui sont autorisés à être accueillis. Et c'est pour des raisons notamment, par exemple, s'il y a la guerre dans leur pays d'origine, des conditions qui sont très clairement arrêtées par le droit international. Et puis il y a ceux qui ne le sont pas. Et ceux-là doivent être raccompagnés à la frontière et reconduits chez eux. C'est pour ça que je nuance un peu le terme accueilli, parce que je vois bien très bien derrière tout ça ce qu'on veut y mettre. Et il y a, encore une fois, nous sommes un État de droit, on respecte fondamentalement les règles de droit international qui régissent précisément l'accueil des personnes en détresse. Très bien. Mais il faut pouvoir exercer ce filtrage, y compris avec des centres spécifiques. Donc c'est précisément ce que l'on va faire dans ce pacte des migrations. Et c'est ce qu'il faudra faire, évidemment, c'est aussi ce qu'a dit la présidente de la Commission, en aidant évidemment l'Italie, y compris financièrement pour ce faire, et puis augmenter nos forces armées, ce sont des forces armées, sous pavillon européen, c'est Frontex. Donc c'est 10 000 hommes en armes, donc pour précisément organiser ce filtrage dont je venais de parler à l'instant. Où est l'Europe qui protège? C'est Emmanuel Macron qui a employé cette expression, l'Europe qui protège. Alors l'Europe qui protège, là, sur la question migratoire, il y a encore beaucoup de travail et il n'y a pas d'unité européenne pour l'instant, puisqu'on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin, mais on attend ce pacte. Oui. Alors qu'il y a une unité face à la crise ukrainienne, face à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, Thierry Breton. Je fais le parallèle. Oui. Où est l'Europe qui protège? Et je crois que vous posez bien les termes. C'est en tout cas, en ce qui me concerne, ça a été, je dirais, ma boussole dès le premier jour où j'ai pris mes fonctions de commissaire européen. L'Europe qui protège nos concitoyens. Lorsque la crise de Covid est arrivée, et vous le savez, on a pris le sujet à bras-le-corps et on a protégé nos concitoyens. Vous vous souvenez que j'ai eu la responsabilité des vaccins et d'augmenter la capacité de production des vaccins. Personne ne croyait qu'on l'aurait fait. Parce que là encore, on a été unis, on a réussi ce que personne ne croyait possible, faire en sorte qu'en quelques mois, l'Europe devienne l'usine, pardon de cette expression, de fabrication de vaccins du monde, notamment à ARN messager. On a vacciné nos concitoyens, on a vacciné 122 pays. L'Europe qui protège, c'est aussi l'Europe qui protège évidemment, parce qu'elle est unie, qu'elle a une réponse unie contre l'agression de Vladimir Poutine, vous venez d'en parler à l'instant, je vais y revenir, en Ukraine, et une réponse collective. Alors parce que nous sommes bien conscients que derrière cette agression de Poutine en Ukraine, c'est évidemment l'Europe et le projet européen qu'il vise, et il faut se protéger contre ça. L'Europe qui protège, c'est l'Europe unie contre encore une fois le fait qu'on risque, notamment comme conséquence de cette guerre en Ukraine, de ne plus avoir l'énergie nécessaire parce qu'on dépendait trop du gaz russe. On a réussi à faire en sorte de s'en passer. Mais je vais revenir là-dessus, Thierry Breton, sur l'Europe qui protège. Une défense commune européenne est en construction aujourd'hui. Alors, est-ce que l'Europe
d'après les informations que je peux avoir, est-ce que l'Europe envisage la construction d'un porte-avions européen? Alors c'est une question importante que vous posez parce que nous avons, pour la première fois, je vais prendre peut-être une toute petite minute pour y répondre. C'est un sujet très important. D'abord, nous avons défini ensemble ce qu'on appelle notre boussole stratégique, c'est-à-dire une vision commune. Ça y est, nous avons, c'est un peu notre livre blanc de la défense, ça n'existait pas. Ça a été porté par mon collègue Joseph Borrell et moi-même en tant que commissaire aux industries de défense. Donc nous avons présenté cela et on a maintenant une doctrine qui a été acceptée par les 27. Et dans cette doctrine, elle dit plusieurs choses, mais elle dit une chose importante. Il y a des espaces contestés. Les espaces contestés, nos auditeurs vont le comprendre, c'est des espaces qui sont, par exemple, autour de nous, au-dessus de nous, immatériels, et pour lesquels il faut avoir une stratégie commune pour nous défendre dans ces nouveaux espaces. C'est lesquels? D'abord, c'est évidemment l'espace tout court. L'espace tout court, aucun pays ne peut défendre un petit bout d'espace qui serait au-dessus de son territoire. Donc là, il nous faut une protection, je vais juste répondre, une protection globale, générale, c'est la première chose. Deuxièmement, le cyberespace. Le cyberespace, évidemment, il faut être unis pour nous protéger ensemble. Et on travaille sur un cyberdôme pour protéger l'ensemble du territoire européen contre les intrusions et les malveillances dans le cyberespace. Troisièmement, l'espace maritime. L'espace maritime, nous disposons... L'Europe, puissance maritime qui s'ignore. Nous disposons de la plus grande zone exclusive, effectivement, maritime au monde. Et évidemment, il faut aussi la protéger. Pour l'espace, on a maintenant la constellation Iris, que j'ai lancée, vous le savez, qui va avoir les jours dès 2024 et qui va nous permettre de protéger l'espace contre l'espace, de bien contrôler tout ce qui se passe au-dessus du territoire européen et dans l'espace. Deuxièmement, on a notre cyberdôme. Eh bien oui, il faudra réfléchir à avoir une infrastructure commune pour pouvoir protéger l'espace maritime. Et pourquoi pas, effectivement, parce qu'évidemment, il faut bien protéger, par exemple, la mer Baltique. Il faut protéger aussi la Méditerranée. Tiens, on en parle, évidemment. Il faut protéger aussi ce qui se passe sur nos frontières atlantiques. Et puis, il faut protéger aussi ce qui se passe en Asie-Pacifique, où nous avons là encore, notamment grâce au territoire français, une large zone exclusive. Donc oui, bien sûr, il va falloir se poser aussi cette question, comme on se l'est posé dans le cyberespace, dans l'espace. De construire... Donc, eh bien, cette question mérite d'être posée. De construire un porte-avions européen. Il faut en tout cas se poser la question d'une infrastructure commune. Vous y êtes favorable? Moi, vous défendez la construction? Personnellement, je pense que c'est un sujet qu'il faudra mettre sur la table. La construction d'un porte-avions européen. C'est un sujet qu'il faudra mettre sur la table, au même titre que l'avons fait pour une constellation européenne ou un cyberdôme. Bien, alors la défense commune européenne, une seule puissance nucléaire, militaire, la France, dans l'Union européenne. La France doit-elle mettre sa dissuasion nucléaire au service de l'Europe? C'est pas à moi en parler, évidemment, vous le comprenez. C'est un sujet qui est évidemment à la main du président de la République. Le fait, ce que je peux dire, moi, en tant que commissaire européen, et je ne peux m'exprimer qu'à ce titre, bien entendu, vous le comprenez, ce que je peux dire, c'est que je crois qu'on peut se satisfaire et quelque part dire merci aussi aux Français d'avoir la chance, compte tenu encore une fois de l'évolution géopolitique et du monde tel qu'il est et qui nous entoure. Oui, nous avons cette capacité en Europe continentale. Nous avons un pays parmi les 27 qui est doté, comme on dit dans le jargon. C'est important parce que je pense que dans les rapports de force que nous devons exercer par rapport à ceux qui nous entourent et qui ne nous sont pas toujours favorables, on en parle implicitement depuis le début de cet entretien, le fait que nous ayons cette capacité sur le territoire européen est un élément important pour tous les Européens, je le pense. Mais enfin maintenant, encore une fois, la doctrine, elle appartient bien entendu au chef de l'État français, bien entendu. Thierry Breton, quelques mots encore sur la situation en Ukraine. En juillet, accord entre les pays de l'Union pour accélérer la production de munitions destinées à être livrées à l'Ukraine, munitions fabriquées en Europe. Vous avez été le moteur de cet accord. 1 million de munitions, coût 500 millions d'euros avant la fin de l'année. Quel stock de munitions avant la fin d'année sera-t-il mis à la disposition de l'armée ukrainienne? D'abord, je reprends le mot que vous venez d'utiliser, moteur, je le prends bien, effectivement, puisque ça a été un travail d'entraînement pour pouvoir faire en sorte de mettre tous les États d'accord sur cette question et d'ouvrir pour la première fois l'ensemble des usines d'armement que nous avons sur notre territoire. J'ai visité une par une, Jean-Jacques Bourdin, ces usines pour m'assurer de l'état dans lequel elles étaient et pour voir ce qu'il fallait faire pour
financer l'augmentation de capacité. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Nous devons augmenter notre capacité de production d'appareils de défense et aussi de munitions, compte tenu du monde dans lequel nous sommes. Je rappelle quand même pour nos auditeurs que nous avons une obligation de dépenser 2% de la richesse nationale de chacun des pays, membres de l'OTAN, pour faire face aux dépenses militaires. On en était loin. Donc cette augmentation fait qu'on va devoir avoir la capacité d'acheter ces matériels et ces munitions, et donc je préfère qu'on le fasse en Europe. Et je préfère qu'on le fasse en Europe plutôt que d'acheter. Et de garantir un équilibre militaire entre l'Ukraine et la Russie. Bien sûr, parce c'est que l'objectif. Bien sûr, parce qu'évidemment aujourd'hui, cette guerre, qui est une guerre évidemment un peu, on a l'impression que c'est un peu une guerre d'un autre âge. Cette confrontation, elle nécessite effectivement des munitions importantes. Nous avons donc promis à l'Ukraine de lui fournir 1 million, nous Européens, 1 million de munitions et de missiles, donc sur l'année qui vient, mais aussi en parallèle. Sur l'année qui vient, c'est en 2024. Voilà, et donc on est bien engagé dans cette voie, mais en parallèle d'augmenter aussi notre capacité de production européenne pour pouvoir avoir cette capacité au niveau annuel, et nous sommes en très bonne voie pour ceci. Alors, mettre en place donc un équilibre militaire entre l'Ukraine et la Russie pour pouvoir ouvrir des négociations, c'est l'objectif. Mais encore une fois, les négociations, il ne m'appartient pas d'en parler. Les négociations, c'est les co-belligérants. Donc c'est effectivement Volodymyr Zelensky et puis l'agresseur, Vladimir Poutine, qui en parleront quand le moment sera venu. Mais pour que ceci se fasse, et on l'espère tous que ça se fasse évidemment un jour, on est tous dans cet espoir, il faut évidemment donner à l'Ukraine les capacités, lorsqu'elle décidera que le moment est venu, de le faire avec un rapport de force qui lui est favorable. Si l'Ukraine, rapport de force favorable au équilibre militaire sur le terrain. Et donc pour ça, le rapport de force quand on est en guerre, parce que c'est bien une guerre si l'Ukraine ouvre des négociations, évidemment, ça pourrait faciliter son entrée dans l'Union européenne. Mais cette entrée, de toute façon, elle a été aujourd'hui, comme vous le savez, elle a été actée, en tout cas, en ce qui concerne sa candidature. Donc nous avons décidé à 27, unanime, que l'Ukraine pouvait faire acte de candidature. Pour cela, maintenant, il y a des discussions, je peux en porter témoignage ici, des discussions sur le marché intérieur et le marché ukrainien. Il faut voir comment on peut le connecter le plus rapidement possible au marché intérieur européen, et puis aussi sur tout ce qui concerne l'état de droit. Il y a beaucoup de progrès à faire. Donc ça va prendre plusieurs années. Mais encore une fois, ces processus d'adhésion sont des processus longs, bien entendu, parce qu'il faut que le pays modifie, je dirais, ses infrastructures, ses règles. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on fera tout pour aider l'Ukraine, pour le faire le plus rapidement possible, mais bien entendu, sans brûler les étapes. Bien, les droits de douane pour les voitures électriques chinoises importées en Europe pourraient passer de 10 à 20%. C'est ce que vous avez laissé entendre hier, 20%. Aux États-Unis, les droits de douane sont à 27,5%. Oui, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Je vais peut-être le préciser, parce que c'est important. Nous avons décidé, la présidente de la Commission l'a annoncé lors de son discours de l'Union, d'ouvrir une enquête approfondie sur la façon dont la Chine subventionnait ses véhicules électriques. Mais vous avez des doutes avant, bien sûr qu'on a des doutes. Si on le fait, c'est parce qu'on a des doutes. Donc, en tout cas, des questions. Et on n'a pas de réponse. Donc, on peut appeler ça des doutes, si on veut. Mais on sait que la Chine exporte maintenant beaucoup de véhicules électriques. Et donc, nous avons décidé d'ouvrir une enquête pour vérifier, s'assurer que les véhicules chinois qui viennent sur le marché européen ne disposent pas de subventions, peut-être même massives, cachées. En tout cas, cette enquête maintenant, elle est lancée. Donc on a 13 mois pour la conduire, mais on va donner des réponses bien avant, j'espère d'ici 9 mois. D'ici 9 mois. Donc je ne peux pas dire évidemment, ce serait préjugé de ce qu'on va te dire. Je donne uniquement pour peut-être avoir une indication. Effectivement, vous l'avez rappelé fort justement, Jacques Bourdin. Aujourd'hui, c'est 10% de droits de douane des véhicules donc, chinois qui viennent sur le marché européen. Et effectivement, les États-Unis, c'est 27,5%. Quand nous ouvrons des enquêtes, il y a des cas où il n'y a rien. Et puis, il y a des cas où on augmente, évidemment, les droits de douane de 10 ou de 20%. Donc, on va voir. On peut passer à 30. On va voir, en tout état de cause, on va voir et on le fera en respectant les règles de l'OMC, mais en s'appuyant sur les résultats de cette enquête qui, croyez-le, va être très sérieuse. Autre désaccord européen, le marché d'électricité. Où en est-on? Est-ce que enfin, la réforme du marché d'électricité dans l'Union européenne va aboutir? Alors on est très avancé. Il reste une discussion qui est très importante, qui concerne les prix garantis. Je m'explique en une seconde. Pour le marché d'électricité, on va évidemment favoriser les productions d'énergie électrique décarbonée.
Et là, on a deux types de production d'énergie décarbonée, les énergies renouvelables et le nucléaire. Et vous savez que je suis un fervent défenseur des deux. Des deux. Et je dis que l'un ne peut aller sans l'autre pour obtenir notre objectif de 2050 d'être un continent totalement décarboné. On est obligé d'avoir les deux. Et pour ce faire, il faut favoriser évidemment les investissements et dans les énergies décarbonées, donc de type renouvelable. Et dans le nucléaire. Et dans le nucléaire. Alors, on a aujourd'hui un accord pour inciter les industriels à aller et investir dans ce domaine, ils disposent de prix garantis pour les nouvelles éoliennes ou panneaux solaires qu'on va installer, et aussi pour les nouvelles centrales nucléaires. Il y a des discussions, et notamment portées par Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre française chargée de l'énergie et de ces questions, qui, me semble opportunément, pose la question de dire, et je crois que c'est légitime, qu'il faudrait aussi pouvoir bénéficier de ces prix garantis pour les centrales qu'on va réhabiliter. Non, réhabiliter d'abord. Mais construire, c'est fait pour les nouvelles. Bon, mais donc, on sait qu'on a un parc important. Entretenir et réhabiliter. Et réhabiliter aux normes nouvelles, etc. Et donc, c'est cette discussion. J'espère qu'on trouvera un accord d'ici la fin de l'année. Avant la fin de l'année, vous le pensez? Je l'espère, en tout cas, et je sais que beaucoup d'énergie est mise, et notamment par... vous savez, il y a 15 pays nucléaires maintenant en Europe, donc je pense qu'ils vont tous dans ce sens. On verra où ça ira, mais j'espère que ça aboutira d'ici la fin de l'année. J'ai encore 2-3 questions. Les GAFAM, début juillet, il reste 3 minutes. Vous disiez que le DSA permettrait de suspendre un réseau social s'il ne supprimait pas immédiatement des appels à la révolte. C'est après les émeutes en France. Vous êtes revenu sur vos propos. Non, je ne suis pas revenu sur mes propos. J'ai dit, je vais être très précis. Non, vous n'avez pas dit ça? Non, j'ai dit très précisément. J'ai dit très précisément que nous avons mis maintenant en œuvre ce règlement. C'est depuis le 25 août. Il s'applique pas à tous les États membres. Digital Service Act. Le DSA, effectivement. Et si jamais un réseau social ne répond pas aux injonctions qui lui sont faites, parce que sur ce réseau, il y a des propos, des actions qui sont contraires à la loi, alors il y a une amende qui peut être formulée immédiatement, c'est 6% du chiffre d'affaires. Et si, malgré cette amende, le réseau persiste, alors il y a la possibilité d'interrompre momentanément, le temps que le réseau se remette en conformité, son fonctionnement. Donc, en cas d'espèce, par exemple, s'il y a un appel sur un réseau social à aller détruire, se réunir pour détruire tel ou tel bâtiment, qu'il soit public ou privé, c'est contraire à la loi. Ça doit donc être effacé. Et si c'est pas fait, eh bien, il y a amende. Et si ça persiste, il y a à ce moment-là interruption. Et ceci est encadré sous le regard de la loi. C'est pas la commission qui le décide. C'est pas un commissaire. C'est pas une personne. La commission c'est la loi. Fixe les règles. C'est la loi. Non, ceux qui ont fixé les règles, c'est les co-législateurs. C'est notre démocratie. C'est pas moi. C'est pas vous. C'est la démocratie européenne. Et mais maintenant, effectivement, moi, je suis chargé de la faire appliquer, et elle sera appliquée. Bien. Sous le regard du juge. Sous le regard du juge. Oui, j'ai 2 questions. D'abord, vous aimeriez diriger la Commission européenne? C'est un objectif pour vous? C'est une ambition que vous avez ou pas? Je n'ai aucun objectif. Si ce aucun objectif? Non, aucun, par définition, par principe. Pas question de conduire une liste. Non, j'ai pas dit ça. Je dis pas ça. Je ne dis qu'une seule chose. Ah bon? Je ne dis qu'une seule chose. Vous pourriez conduire une liste? Non, c'est pas du tout. Je ne dis absolument rien de tout cela. Je dis simplement que je suis commissaire européen et qu'en tant que commissaire européen, je n'ai, et c'est parce qu'on va prêter serment à Luxembourg, je n'ai aucun droit de parler d'une ambition personnelle et en particulier nationale. Si, mais je pourrais avoir le droit, ça pourrait peut-être être quelque chose qui pourrait traverser l'esprit de l'un de mes collègues ou de moi-même. Mais dans ces conditions, alors il faut faire comme Frans Timmermans, qui était mon collègue, le commissaire néerlandais, qui était le porteur du Green Deal, démissionner et aller faire de la politique nationale. Mais les deux sont incompatibles. Tant qu'on est en exercice, et vous voyez, Jean-Jacques Bourdin, j'ai encore beaucoup d'activités d'ici la fin de mon mandat. Bon, alors, un dernier mot. Vous n'en parlez pas, mais vous avez la nationalité sénégalaise. Oui, comme on est plusieurs. Vous êtes plusieurs à avoir 2 nationalités, y compris à la Commission. J'ai d'autres collègues. Est-ce qu'au Sénégal, le sentiment anti-français est en train de se développer? Non, bien sûr, je dis comme tout ça en Afrique, ne sont pas qu'au Sénégal. Il est beaucoup moins fort qu'on veut bien le dire et que certains veulent bien le dire, et en particulier les réseaux sociaux.
qui sont très influencés, notamment par Russian Today et Sputnik, qui n'ont plus le droit, comme vous savez, d'opérer aujourd'hui sur le territoire européen. Oui. Ils opèrent donc maintenant sur le territoire, ils se sont reconvertis, si je puis dire, pardon cette expression, redéployés sur le territoire africain, en particulier francophone. Alors eux poussent beaucoup ça. La réalité, elle est bien loin d'être cela. Je peux vraiment apporter témoignage. Il y a évidemment un lien fort avec certains pays d'Afrique et des pays européens, les Pays-Bas, l'Allemagne par exemple, la Belgique en République démocratique du Congo, le Portugal en Angola, bien sûr la France dans un certain nombre de pays de la CEDEAO. Voilà. Et ce que je peux vraiment dire, c'est que... pas de rejet de l'Europe, ni de la France, ni... Non, c'est à nous, encore une fois, à faire ces efforts. C'est à nous à aider ce continent et les 55 pays qui composent l'Union africaine. C'est un problème absolument essentiel. Le continent africain est notre continent voisin, c'est notre continent frère. Il n'y aura pas d'avenir de l'Europe si on ne se préoccupe pas de l'Afrique ensemble. Merci Thierry Breton d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h58. Ça provoque des réactions. Les propos de Thierry Breton provoquent des réactions. Mais n'hésitez pas, 0826 300 300. Nous voyons tout cela après les infos de 9h.